Alors, bonsoir Xavier, nous sommes le lendemain de la fameuse rencontre à Anchorage entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Après près de 3 heures de discussion, on a eu droit à une conférence de presse sans question de la part des journalistes où, bon, en gros, ils ont fait des progrès, mais on n'a rien signé, on n'a pas terminé, en gros. Résultat, chacun interprète un peu ça à sa sauce. Certains disent oui, Poutine a gagné, d'autres disent mais en fait ça a servi à rien. Bon, au final, qu'est-ce qui s'est réellement, on va dire, joué et qu'est-ce qui ressort réellement de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Du point de vue du fait que Poutine ait gagné, je crois que personne ne le conteste, parce que il a repris la place qu'avait finalement l'URSS à l'époque de la guerre froide. D'ailleurs, c'est le sens du sweatshirt de Sergei Lavrov, qu'il n'a pas porté par hasard, où il y avait marqué URSS. Donc c'est de nouveau, en fait, finalement, la relation bilatérale qui va l'emporter sur le tout. Et d'ailleurs, pour parler de manière un peu globale, je pense qu'on va dans un nouveau monde des relations internationales avec une renaissance des relations bilatérales fortes. Évidemment, ce sera les relations bilatérales entre les grandes puissances. C'est les superpuissances, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Pour l'instant, c'est les seuls qu'on voit. Et je pense aussi c'est le déclassement des hyperstructures supraétatiques, comme l'Union européenne, comme l'OTAN, puisque finalement c'est elles qui vont assumer la défaite, et on aura des structures d'organisation comme les BRICS qui ne sont pas des structures supraétatiques. Ce sont des je dirais des agglomérations d'intérêts entre différents pays qui peuvent aussi s'opposer sur certains dossiers. Donc du point de vue global, moi j'observe ça, et ça c'est un succès. Il suffit de regarder à quel point ça fait hurler dans les médias occidentaux, que ce soit CNN ou LFI, LCI, pardon. Donc là, évidemment, pour Vladimir Poutine, de ce point de vue-là, c'est un succès. Ce que j'apprécie moi, au contraire, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que, comme l'a dit Vladimir Poutine, la réunion était bien préparée. Elle a été préparée discrètement. Les médias, notamment américains, se sont perdus en conjecture. Les médias français ont copié commenté ce que disaient les médias américains, puisqu'ils n'ont pas de pensée autonome. Et finalement, on ne sait pas ce qui en est sorti. Et ça aussi, ce que j'apprécie, c'est le retour du professionnalisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les grandes déclarations à la Emmanuel Macron, l'amateurisme qui caractérise, par exemple, la diplomatie française. Donc ça aussi, je pense que c'est extrêmement positif et ça va faire avancer les choses. Et je pense que Zelensky sait déjà ce que veut de lui Trump, mais lui non plus ne le dit pas. Donc on lui a bien dit, et ses partenaires européens leur a dit, vous la fermez, tant qu'on ne sera pas parvenu à un accord, vous la fermez. On fait de la diplomatie en fait, on se tait. Qu'est-ce qui peut en sortir de ce qu'on voit? Alors les fuites dans les médias, évidemment, il faut être très prudent par rapport à ça, mais quelque chose que je verrais bien, c'est pour un cessez-le-feu. Je précise bien, pour un cessez-le-feu, pas un traité de paix, c'est que la Russie accepte un cessez-le-feu à condition que l'Ukraine se retire, l'armée ukrainienne se retire du Donbass et accepte un cessez-le-feu, même si l'Ukraine, pour l'instant, ne se retire pas de Kherson et de Zaporojhye. Ça, je pense que c'est quelque chose, dans le cadre d'un cessez-le-feu, que la Russie pourra accepter. Et c'est ce qu'on trouve pas mal dans les médias, notamment le Wall Street Journal. Pour un traité de paix, là, je pense que absolument rien n'a changé. Et visiblement, c'est ce qu'a envie de faire Trump, parce que lui, je pense qu'il a réellement envie de passer à autre chose, et deux, il veut pas faire partie du club des perdants. Donc, grâce à son narratif, c'est pas ma guerre, c'est celle de Biden, il peut encore y arriver, mais évidemment qu'aucun des grands leaders européens actuels ne pourront y arriver. L'Union européenne n'y arrivera pas, c'est leur défaite, c'est la défaite de l'OTAN, parce qu'il faut bien garder en fond quand même du paysage de ce qui est en train de se passer, c'est la victoire russe. La Russie a gagné, et ça, plus on attendra, plus la victoire russe va coûter cher à l'Ukraine et cher à l'Union européenne. L'étape suivante étant Odessa. Donc, si jamais on avait affaire à des acteurs rationnels du côté européen, je dirais que l'affaire elle est pliée. Et que pour pas perdre Odessa, ils vont accepter tout ce que va demander Trump, c'est-à-dire tout ce que va demander Poutine. Maintenant, si jamais ils ne l'acceptent pas d'être raisonnable, ce à quoi on peut assister, c'est un retrait tout simplement des États-Unis, de ce bourbier ukrainien et finalement
des conséquences bien plus graves pour l'Ukraine et pour l'Union européenne que ce à quoi on assiste, notamment des conséquences territoriales. C'est ce que je rappelais dans mon dernier bulletin. Ils ont organisé Maïdan, ils ont perdu la Crimée, ils n'ont pas implanté les accords de Minsk, ils ont perdu le Donbass, ils ont empêché Zelensky de signer la paix en avril 2022, ils ont perdu Kherson et Zaporozhye. Si là, ils n'acceptent pas l'offre conjointe Trump-Poutine, ils perdront Odessa, Kharkov et Nikolaïev. Moi, personnellement, je suis pas contre. Mais je pense qu'au contraire, Trump donne une ultime chance aux puissances européennes pour essayer de pas tout perdre dans cette affaire, notamment des pays comme la Pologne, donc qui comptent moins malgré tout que la France, l'Allemagne et l'Italie, mais qui ont besoin de cet accès direct à la mer Noire, dans ce port en eau profonde. Donc voilà, moi je vois ça plutôt de manière plutôt optimiste. Je ne verrais pas un Donald Trump faire un 180 degrés et revenir à une position de menace, de sanctions contre la Russie. Je pense qu'il a juste envie de passer à autre chose. Ça a été dit par Trump, ça a été dit par J.D. Vance, ça a été dit par Marco Rubio, ça a été dit par Graham, par Lindsey Graham. Ce fanatique a dit publiquement qu'il allait y avoir des échanges territoriaux. Voilà. Donc voilà. Et on sait bien que la Russie n'acceptera pas un cessez-le-feu à moins d'un retrait au moins partiel et je pense encore une fois que le Donbass c'est la limite, c'était le but de l'opération militaire spéciale, le Donbass avant tout, et que de toute manière le traité de paix verra l'intégration complète et reconnue internationalement, enfin ou pas, mais à la limite on verra bien des deux nouvelles régions et plus si jamais les Européens ne sont pas raisonnables. Justement, quel est on va dire, le pourcentage de chances que les dirigeants européens se comportent de manière raisonnable et on va dire pragmatique et logique, parce que jusqu'ici ils ont très loin de l'avoir été quand même. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect idéologique, il y a l'aspect politique. On sait, toi et moi qui connaissons l'histoire, que les grandes défaites militaires aboutissent quelquefois et même souvent à des catastrophes politiques pour ceux qui perdent la guerre. Napoléon III, Nicolas II, voilà. Donc 1905, bon, ça s'est passé de justesse. Donc tout ça, on connaît bien les conséquences d'une défaite militaire. Et effectivement, les grandes puissances européennes n'ont pas besoin de ça, puisque cette défaite militaire arrivera en même temps qu'une catastrophe économique, notamment en France, principalement en France, je dirais même. Donc évidemment, voilà. Mais cela dit, c'est les vacances, c'est le mois d'août. Peut-être une petite chance en se disant après tout les Français ont autre chose à faire et autant liquider l'affaire ukrainienne maintenant. Il y a un aspect également qui est évoqué par Emmanuel Todd, donc au-delà de la classe politique, des classes dirigeantes des pays européens, de l'Union européenne, ce sont les médias. Et comme on le voit en France, les médias sont souvent encore pires que les politiques. Et quand on observe, là comme je suis en France, j'en profite un peu, de LCI jusqu'à CNews en passant par BFM TV, ce sont vraiment eux qui poussent à la guerre. Et en plus, comme ils ont tous annoncé depuis le début l'effondrement de l'armée russe, ils passent tous pour des idiots et on sent que ça les rend nerveux et que ça les énerve. Donc ça nous fait rire, mais le problème c'est que en même temps ils ont une influence sur le monde politique. Et donc ce sont eux qui poussent au crime, ce sont eux qui poussent à la guerre, ce qui est parfaitement irresponsable, puisque certes évidemment ça fera des soldats russes tués en plus, mais ça va en faire beaucoup plus de soldats ukrainiens et l'Ukraine encore une fois perdra encore d'autres provinces, d'autres territoires. Donc effectivement je veux pas te faire de pronostic parce que je suis comme toi, moi je suis un être purement rationnel et j'aime bien les mathématiques, donc on prend des données objectives et on fait des maths. Eux, ils font du marketing, donc c'est deux sciences différentes et généralement c'est les maths qui l'emportent en fait. Le problème, c'est que tu sais, on est un peu dans la situation sans comparer l'idéologie de l'Union européenne et celle du Troisième Reich, mais on le sait de la part de Speer, qui était le ministre de l'industrie d'Hitler, on le sait de la part de Schellenberg, qui était son chef du contre-espionnage, espionnage de la Waffen-SS, que quand en 44 il a compris qu'il avait perdu la guerre, il a dit puisque c'est comme ça, suicide collectif. Le peuple allemand m'a déçu, je vais l'emmener jusqu'au bout. Et quelquefois, quand j'écoute les journalistes, surtout les journalistes, plus que même les politiques européens, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire le peuple ukrainien nous a déçus. Déjà, il y en a les 2 tiers qui veulent pas se battre, pour dire la vérité. Et en plus, ils ont perdu la guerre. Donc, on va se faire humilier. C'est à cause d'eux qu'on va passer pour des idiots devant toute la population
population française parce qu'on a annoncé n'importe quoi depuis 3 ans et demi. Puisque c'est comme ça, vous allez vous battre jusqu'à la fin, ça vous apprendra. Il y a une espèce de pulsion nihiliste qui est tout à fait, je dirais, inquiétante. Todd, lorsqu'il en parle, Emmanuel Todd, il est inquiet, et je partage son inquiétude face à ces demi-fous. Écoute, merci beaucoup Xavier pour cette analyse. Merci d'avoir pris le temps pour nous l'accorder spécialement pour International Reporters, et puis au plaisir de te retrouver pour d'autres analyses et commentaires sur l'actualité. À bientôt Christelle. À bientôt.